et oui, vous les avez vus venir sur le plateau. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, nous parlons de l'enfant, quand l'enfant tarde à venir dans le couple. À qui la faute? Effectivement, c'est le sujet de ce débat, mais nous avons sur ce plateau nos invités déjà qui sont là. Martin Sekou, homme marié et père de famille. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va bien, la famille? Ça va. D'accord. Vous nous avez vu danser tout à l'heure. Bien sûr. Tout à l'heure, je vais vous demander qui a gagné. Je ne veux pas qu'il ait trop peur dans le débat. Il faut qu'il soit serein. Non, demandez-lui en même temps. Sinon, qu'est-ce qu'il a bien dansé? Il faut être honnête. Il ne faut pas faire solidarité masculine. Madame a plus dansé que... Merci beaucoup. Ça fait un point. Alors, avec vous, Là, nous avons Dr Michel Akoukpe, médecin urologue. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous, docteur? ça va bien? Et la collaboration avec les patients? Oui, tout va bien. Surtout un peu de stress en ce temps de Covid-19. Ok. Oui. Et la collaboration avec Ross, la danse, ça a été comment? Bon, je pense qu'il a mieux dansé que vous. Docteur, vous n'allez pas dire ça? Merci, docteur. C'est la très bonne, c'est du favoritisme. Merci. On comprend, c'est Pas juste... censé danser jusqu'à ce seuil, donc il a mieux dansé. Voilà. D'accord, ok, docteur, je comprends. C'est la solidarité masculine, tout simplement. Non, ils ont dit la vérité. Non, pardon, Rock. Eh bien, au téléphone, Rock recevra pour vous, chers amis téléspectateurs, docteur Joël Pinoou, il est psychologue. Oui, effectivement, puisque nous parlons de l'arrivée tardive de l'enfant dans le couple, on va essayer de voir avec le psychologue ce qui se passe dans le mental de la femme quand elle se retrouve dans cette situation. Il aura l'occasion de nous expliquer un peu comment fonctionnent ces mécanismes au niveau de la femme. Est-ce qu'elle est continuellement sous stress? En tout cas, nous allons voir cela. Mais avant, puisque nous avons déjà nos invités sur ce plateau, je vais commencer par Monsieur Sekou. Alors, quand un couple n'arrive pas à procréer, pourquoi la société impute souvent la responsabilité à la femme? Merci. Je dirais simplement que souvent, pourquoi la société implique la responsabilité à la femme, c'est simplement parce qu'il faut aller à la genèse de la femme. Vous voyez, aujourd'hui, à la genèse de la femme, peut-être la femme a déjà eu à faire beaucoup d'avortements et tout ça contribue dans le foyer à ne plus avoir très tôt d'enfants parce que les avortements mal faits font que quand on se met dans le couple, il y a beaucoup de soucis. Et l'autre chose, c'est que je n'accuse pas directement la femme, mais nous sommes en Afrique. Vous voyez aussi quand les parents ne veulent pas de cette femme et que l'homme décide forcément de cette femme, des fois ça fait des blocus où on dit si elle n'a pas d'enfant un jour elle serait obligée ou on va trouver une femme à notre fils ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, je veux rebondir sur la réponse de Monsieur Sekou. Ça fait deux causes probables qu'il a données. Avortement et les problèmes traditionnels. Mais ce que je veux savoir, moi je reviens sur la cause d'avortement. Vous avez dit qu'on peut soupçonner la femme d'avoir fait d'avortement et l'homme qui n'a pas été, qui n'est pas à sa première relation et qui a peut-être pris tout son temps pour faire, je ne sais pas, tout ce qu'il va faire de gauche et de droite. Est-ce que vous ne pensez pas que à son niveau aussi, le liquide, appelez les choses par là, non? Oui. Qui permet également de féconder l'ovule, soit plus en bon état pour faire d'enfants? Pourquoi c'est la femme? On pense à l'avortement de la femme? Bien sûr, c'est pourquoi j'avais dit je n'accuse pas la femme, parce que l'homme aussi a sa responsabilité dedans. Vous voyez, des fois il y a des hommes qui ne peuvent pas donner d'enfants comme la femme. Il y a des hommes stériles, comme les femmes aussi. Mais ce cas, ce n'est pas beaucoup. Voilà. Et donc, il y a des hommes aussi, ils ont pris tout leur temps à prendre des produits pour pouvoir bien mander et faire leur vie et avec les jeunes filles. Et en couple, ils n'arrivent plus
à procréer. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses. D'accord. Ça fait, nous avons déjà identifié deux causes. Trois, parce que là, il vient d'en ajouter une troisième cause. Alors, docteur, on dit la femme, elle est souvent responsable du fait que l'enfant tarde à venir dans le couple. Tout à l'heure, M. Sekou a dit c'est peut-être parce que la femme a fait des avortements pendant qu'elle était jeune fille. Peut-être parce que la famille ne voulait pas d'elle et bon, comme on le dit traditionnellement, on a pris son utérus. C'est des pratiques sociales et culturelles qui se font. Et troisième cause, il a avancé le fait que pendant que les hommes sont jeunes, ils prennent beaucoup de produits dopants pour... Est-ce que vous pensez que ce sont des causes plausibles pour justifier le fait que l'enfant tarde à venir dans le couple et si vous en avez d'autres causes à ajouter? D'accord, merci. Déjà, il faut y aller à la base. Beaucoup de choses sont imputables à la femme, mais du fait d'ignorance. D'accord. Il faut dire d'abord que l'infertilité du couple, parce qu'on ne parle pas d'infertilité par rapport à un seul individu, du couple, d'accord, est liée à la femme dans environ 30% des cas. Vous imaginez que la grande part, 30% à elle seule. À elle seule? Oui. Et c'est lié aux deux dans 40% de cas, et c'est lié à l'homme dans 20% de cas. Donc déjà, avec cette définition, on pense que l'infertilité du couple n'est pas liée seulement à la femme. Donc il y a des a priori, surtout dans les sociétés africaines. Mais déjà, vous avez dit que l'infertilité est liée à la femme pour 30%, à l'homme pour 20%. Oui. Alors, les 10% des cas... Là, les 10% qui restent, je n'ai pas été au bout, c'est qu'il existe, à la fin, à la recherche, on ne trouve pas de code identifiable pour pouvoir dire c'est lié à telle ou telle autre personne. Donc on dit, on ne sait pas. On appelle ça idiopathique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à identifier. Il y a des gens qui sont ensemble pendant des années et la recherche médicale ne permet pas de dire c'est lié à la femme, c'est lié à l'homme, mais ils se séparent et ils ont l'enfant. Donc ça existe. Donc ce cas, c'est 10%. Et la médecine même est incapable de détecter c'est que la science n'a pas évolué jusqu'à ce point. Peut-être qu'ils sont incompatibles. Voilà. Donc, mais la science n'a pas évolué jusqu'à ce point pour identifier qui est responsable. Donc on met ça dans 10% de cas. Donc déjà, vous voyez que l'homme a une part et tout au moins près de 60%, tout au moins partiel 20% et ensemble, ça veut dire les deux, 40%. Ça veut dire la cause est liée à l'homme et à la femme, dans 40% de cas, 20% pour l'homme, seul. Donc, du coup, il existe beaucoup d'a priori d'idées reçues. D'accord. Déjà, même la virilité de l'homme, on pense imputer ça à la femme, alors que ce n'est pas vrai. Est-ce que la virilité a quelque chose à voir avec l'infertilité? Si, la virilité, quand... Je donnais un exemple, mais la vérité, si on n'a pas d'érection, on ne peut pas avoir un rapport sexuel normal et complet. Voilà. C'est là il faut aller vers la définition de l'infertilité. L'infertilité, c'est l'incapacité à un couple qui vit depuis 12 mois et qui a des rapports sexuels réguliers, normaux et complets d'avoir d'enfants ou bien de concevoir. Donc, il y a des gens qui viennent à nous à 3 mois de vie de couple, ils veulent avoir d'enfants. Déjà, le problème est posé à ce thème. Nous, on dit non, allez vous calmer. D'accord. La chance pour avoir un enfant dans un cycle est de 25% par individu. Donc, il faut attendre qu'au bout de 12 mois, qu'il n'y ait pas d'enfant pour que vous veniez poser le problème, pour qu'on puisse savoir. Donc, la cause, on ne peut pas l'imputer à un seul individu. Pour me résumer, on l'impute à un peu tout le monde. D'accord, mais généralement, vous avez vécu cela tout à l'heure, ce sont les femmes qui sont plus indécées et quand vous allez jusqu'à faire les tests, la plupart du temps, excusez-moi, hein, les hommes, 70% aussi sont imputés aux hommes. L'homme sait peut-être qu'il est infertile, il sait peut-être qu'il n'a pas la capacité de faire d'enfants, mais il est là, il tourne la femme en rond. Oui, il y a des hommes qui, par exemple, des couples recomposés, un monsieur qui a déjà eu d'enfants il y a 3 ans, par exemple, qui est sûr qu'il a la capacité et la faculté de féconder une femme, d'accord, et qui, malheureusement, au décours d'un bilan,
d'accord, le personnel médical aussi peut être emballé par cet état de choses, mais on explore totalement la femme et puis on se rend compte qu'à la fin, c'est l'homme qu'il faille explorer en premier lieu. Parce que par rapport à cette question, c'est quand les deux viennent en consultation, il faut savoir si le sperme est bon d'abord, d'accord, parce que l'exploration de la femme peut durer. Mais le sperme, ça ne dure pas. Vous comprenez? Il faut savoir si le sperme est bon d'abord pour qu'on puisse avoir une chance de fécondité par rapport à ce couple. Donc, en général, il faut commencer par l'homme. D'accord. Mais ce qui est totalement le contraire. Elle a dit tout à l'heure que si l'homme pendant sa jeunesse, a eu le temps de parcourir beaucoup de femmes, le liquide n'est plus assez consistant. Est-ce que le fait d'avoir été très actif sexuellement pendant sa jeunesse peut avoir un impact sur la qualité du liquide, étant donné que c'est un liquide en production continue? D'accord. L'activité sexuelle, le nombre de fois que ça a été fait n'impute pas réellement la fertilité de l'homme. Mais ce qu'on retient, c'est que quand vous êtes dans un couple et que vous faites rapport sexuel, aujourd'hui, demain et après-demain, la qualité du sperme au début n'est pas la même chose que sur les 3 jours. D'accord. D'accord. Maintenant, ce qu'on peut imputer à l'homme, c'est le fait de faire des rapports sexuels avec beaucoup de partenaires sans protection, avec le risque de prendre d'infections qui sont causes probables et évidentes d'une infertilité à la longue. D'accord. Oui. Très bien. Alors, oui, monsieur Sékou, je viens à vous. On prend le temps de traiter la femme pendant que le vrai problème est chez l'homme. Est-ce que psychologiquement, ce n'est pas une torture? Oui, je dirais oui. Pour la femme? Pour la femme, oui. Et puis vous prenez 2 ans à nous torturer pour dire, allez, il va faire des tests, pendant qu'il fallait juste que l'homme vienne une seule fois pour que le médecin se rende compte que le problème était ailleurs. Ailleurs, vraiment, je dirais oui, parce que normalement, il faut que les deux aillent ensemble. Et là, on saura situer les responsabilités. Mais si l'homme envoie que la femme, c'est une torture. Vous voyez un peu. Mais pourquoi les hommes ont cette réticence? Pourquoi ils pensent que le problème ne peut pas vraiment provenir d'eux et on préfère envoyer la femme, va te faire traiter d'abord et comme le médecin vient de le dire, c'est en dernier ressort que l'homme finit par accepter. Pourquoi on pense que ça ne doit que provenir de la femme? Très bien, c'est simplement parce que vous voyez, l'homme, souvent, l'homme se dit dans sa tête que lui, il n'a pas de problème et que c'est la femme. À partir du moment où il bande, il estime que bon, le fait de bander, etc., parce que c'est la femme qui conçoit. Vous voyez, c'est la femme qui garde la grossesse. Donc, l'homme, comme l'homme a l'habitude de tenir déjà les rapports sexuels avec la femme et qu'il y a toujours érection, il se dit, bon, j'ai pas de problème. Et que c'est madame qui n'arrive pas à concevoir. Et donc, il faut envoyer toujours madame à l'hôpital. Et c'est ça. C'est un peu ça, la tête de l'homme. Maintenant, quand ça poursuit, peut-être les beaux-parents, papa, maman, tout le monde entre dans la danse. C'est en ce moment, on passe dans les coulisses pour dire, s'il te plaît, viens ici. Et on commence les recherches avec l'enfant en douce, derrière la femme. Ce qui aboutit un jour à un résultat où on sent que c'est mon fils qui n'était pas bien. Et là, il faut commencer par courir de gauche à droite. On appelle l'homme et papa est derrière lui ou maman, où on court de gauche à droite partout, les hôpitaux, les charlatans, les pasteurs, tout le monde on prie juste pour que l'enfant revienne pour pouvoir donner d'enfants. Docteur Michel Agoubet, le cas qui me désole beaucoup plus, c'est quand la femme, on sait que la femme est infertile, l'annonce de la nouvelle est rapide. Mais quand c'est l'homme qui est infertile, vous voyez, on commence pas à tourner en rond. Oui. C'est difficile d'annoncer à la femme, c'est ton mari qui n'est pas capable de te faire des enfants. Mais pourquoi? Et les docteurs, les médecins sont parfois complices. Oui, bon, les médecins, je ne dirais pas, ils sont complices. Mais c'est un fait de la société. D'abord, comme il a eu à le dire, mon co-invité, il a eu à le dire, c'est déjà, on pense que c'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui garde, et on confond aussi virilité et fertilité.
Les deux ne sont pas la même chose. Voilà. Et quand l'homme peut bander, peut faire rapport sexuel, il pense que c'est fini et qu'il a la qualité de sperme pour pouvoir féconder une femme, alors que c'est archi faux. D'accord. Donc, c'est comme vous l'avez dit, la peur change de camp quand on constate que c'est l'homme qui est à la base. Sinon, tout est imputable à la femme jusqu'à ce qu'on découvre la réalité. C'est malheureux. C'est ce qui fait qu'à une première consultation, pour baliser le terrain, on commence par l'exploration des deux. On fait un spermogramme à l'homme et la femme poursuit son exploration. Souvent, c'est que, généralement, quand on constate que la femme n'a rien, c'est en ce moment qu'on se retourne vers l'homme. Et ce n'est pas bon du tout. Il faut commencer par Il faut aller avec les deux. L'homme fait son spermogramme déjà dès le début. D'accord. Mais généralement, lorsque parfois la femme ne consulte pas son homme et va faire des examens, des textes qui lui révèlent peut-être qu'elle n'a pas de problème à son niveau et que le problème peut être du côté de l'homme. Mais le fait de dire à l'homme, le problème peut être de ton côté, elle n'a pas ce courage-là et ça conduit généralement à certains actes comme l'infidélité. Oui, mais la femme n'a pas le droit d'aller se faire consulter seule au départ. Si la femme s'en va se consulter seule, vous voyez, déjà, ça pose déjà un acte d'infidélité. Excusez-moi de rebondir rapidement, mais si c'est le cas où l'homme est réticent, il y a des hommes qui ne veulent pas se faire consulter. Il ne sait pas si c'est la peur, je ne sais pas pour quelle raison, ils ne veulent pas se faire consulter. Est-ce que vous pensez que la femme, parce qu'elle attend toujours l'approbation ou l'accord de son mari, doit rester là à digérer ce problème-là sans se faire consulter? Non, dans ce cas, ça se comprend. D'accord. C'est dit, il y a eu discussion entre les deux. Et là, l'homme est réticent, la femme peut se lever et aller voir un médecin. Mais dans le cas échéant où je ne suis pas... on n'a pas mené un débat, où tu t'en vas consulter un médecin, tu me renvoies la charge, je dirais directement que madame n'est pas fidèle. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'une femme qui décide, qui prend sur elle la responsabilité sans en parler à son homme, d'aller faire cette consultation gynécologique pour voir si le problème à son niveau, elle est fautive comme... Bon, tout dépend de comment le couple est, et tout dépend de comment est la communication au sein de ce couple. C'est aussi un véritable problème de communication. Et s'il est difficile de dire à l'homme, allons consulter, d'accord, on a beaucoup de ces cas. Je prends l'exemple de l'éjaculation précoce. Il faut que la femme mette pression, il faut qu'elle ose mettre pression pour dire, je vais partir peut-être. Et c'est ça qui amène des hommes à nous voir. C'est pas normal. Donc, la femme peut supporter beaucoup de choses et les femmes supportent peut-être connaissant leur passé aussi. Je n'écarte pas du tout cela. Mais les femmes qui veulent savoir, d'accord, c'est des deux côtés d'ailleurs, les femmes qui veulent savoir comment est mon état, avant que ça soit officiel, c'est aussi pour une garantie, d'accord, dans son couple. Vous comprenez? Parce que s'il y a un problème, elle pense déjà avoir des solutions à son niveau et avec ses parents. Parce que les premières pressions viennent de la belle famille qui disent, la belle famille qui dit que cette femme qu'on est allé chercher n'est pas fertile. Surtout quand il existe un problème de compréhension au début. Donc, ce n'est pas obligatoirement un problème d'infidélité, d'accord, mais de la confiance en soi. C'est ça. Qui fait que la femme peut derrière, ou un problème de communication, qui fait que la femme derrière son mari peut aller chercher à savoir quel est son état. Nous, on ne prend pas ça obligatoirement pour une faute. Parce que les hommes viennent aussi nous voir totalement pour savoir depuis tel moment, ma femme est en train de se faire explorer, mais je pense qu'elle n'a rien. Donc, je veux savoir mon état. C'est ça. Oui. Et quand il arrive que c'est l'homme qui est malade, pour utiliser ce thème-là, est-ce que vous avez cette facilité à dire à la femme que c'est votre mari qui est malade? Il faut être honnête sur ce plateau. Oui, on laisse la charge aux deux. C'est comme des maladies qu'on découvre chez un individu. Et la communication
ne doit pas obligatoirement venir du médecin. D'accord? C'est pour raison éthique, il ne faut pas être aussi à la base. On a des couples où on pense que l'homme n'a pas la capacité d'avoir d'enfants, mais il a d'enfants. Vous comprenez? Donc nous, on ne peut pas les amener à dire non, la femme a été infidèle, ce n'est pas possible, c'est sur le plan éthique. Et la conception du couple a évolué aussi durant le temps. Ce n'est pas la même chose qu'on a en Afrique. Et si c'est la femme, c'est le même processus, vous avez aussi de réticence à en parler à l'homme? Oui, bon, on les appelle, on voit comment, parce qu'avec l'évolution du temps, dans le plan de recherche d'enfants, d'accord, le stress est à son maximum, à son summum, et du coup, on tient compte de leur état d'âme. Dans tous les cas, à un moment, on doit aller les informer pour dire la recherche de solutions est beaucoup plus à faire du côté de l'homme ou de la femme. Très bien. Quand l'enfant tarde à venir dans le couple, à qui en imputer la responsabilité, les téléspectateurs que Yasmine Damata et Julie Singbo ont rencontrés ont répondu à cette question. Écoutons-les. infection de l'élontin. Bon attaquer yon. Alors dit de l'ami clofi mo diwe o. E clofi mo diwe alors que nous on l'air qui sont fibromyome on l'air le finer. Il doit dire dogo et de l'on hencle. Après tout, les enfants viennent de Dieu. Parce que dans un couple, si Dieu n'a pas béni le couple, malgré tous leurs efforts, ils n'auront pas d'enfants. Donc pour moi, c'est Dieu qui donne les enfants et non l'homme ni la femme. Souvent, les femmes sont soucieuses quand ils font 10 à 15 ans sans enfanter. Parce qu'ici au Bénin, quand un couple est sans enfant, le couple est mal vu. La belle famille de l'autre côté aussi, les parents de la femme aussi. Donc c'est tout un mélange. Et souvent on a l'impression, on a l'habitude d'attribuer le tort à la femme. Ce n'est pas la femme. La conception, c'est une affaire de deux personnes. La société pense d'abord que c'est la femme qui est fautive parce que c'est la femme qui conçoit l'enfant. Et on suppose que comme l'homme n'est pas impuissant, donc ça suppose que l'homme peut déjà enceinter sa femme. Sur le plan médical, que dès qu'on fouille, on peut après remarquer que l'homme peut avoir des maladies qui l'empêchent de pouvoir enceinte sa femme. Mais vu même déjà les comportements que les femmes adoptent de façon, dès qu'ils ne sont pas encore sûrs de leur relation, on imagine déjà que c'est la femme même qui s'est créé des ennuis, qui a fait des avortements, que c'est ces avortements qui l'empêchent de concevoir. Alors que avant le lien à dehors, il faut naître tout mais à si mon vieux dire. Nous on a le gandi, mais il faut naître tout man do les na dehors. Et c'est assez comme vieux dire ni là, si qu'il est dans nos quantité de dans si on met, nos quantité de mais. Bon les ma biso, les bon c'est couille. Niveau de na je bon nous on a donné comme moteur. Alors à ça tegbe. Bon, nous devons entendre les. L'homme également, du fait de son état de santé, ne peut constituer un obstacle donc à la réception de ce don divin-là. Et c'est de là que naissent généralement les petits conflits au niveau du couple. Mais on ne peut pas dire forcément que d'office, ou bien on ne peut pas affirmer tout de go que c'est la responsabilité de la femme ou c'est de la responsabilité de l'homme. Tu es quelqu'un qui couche partout au point d'être affecté. D'être infecté du moins, tu ne peux pas concevoir. Donc l'infection au niveau des femmes, c'est également de blocage à l'enfantement. S'il y a d'abord le dialogue dans le couple, l'homme serait ouvert pour aller consulter un médecin avec la femme ensemble. Et là, on pourra diagnostiquer quelle personne a le mal ou quelle personne n'est pas apte pour
que l'enfant vienne. Donc je pense que c'est le médecin qui pourrait dire normalement qui des deux, ou bien quelle méthode utiliser, mais quel traitement fait pour le couple, pour que le couple puisse avoir le bébé. Et quand les voici, nous, on doit mettre aussi, nous nous mettons là où, ben aussi, bon, attendez côté le topo d'eau, d'agbolé si on le met là, je n'ai pas d'assuré dedans, bon, je casse un tableau, si n'est pas mis là, bon, toka, tolo, hein, donc il y a là, il y a qu'à y on attend les menus, ben nous donnons nos filles, ben nous laissons nos gens, bon, nous nous quand on dit, bah les cousins finissent voir faire bien, toi tu vas tout sinon nous tu vas tout sinon ça m'a téléphone à ti qu'un de bon à mon fille. Aujourd'hui, on conseille que les couples puissent faire des contrôles sanitaires pour voir leur état de santé avant de pouvoir se mettre ensemble, pour éviter donc les problèmes qui surviennent après pour des questions de conception. Et voilà, chers amis, nous avons suivi un peu la réaction de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils sont revenus sur plusieurs causes, des causes qu'on a déjà évoquées sur ce plateau, mais il y a une cause particulièrement qui a attiré mon attention. Il y a une intervenante qui a parlé d'une façon de voir religieuse, c'est-à-dire des causes religieuses. C'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne l'enfant. Si Dieu n'a pas béni ce couple... Il n'aura pas d'enfant. Il y en a qui sont accrochés à cela et oublient qu'il faut juste aller peut-être chez un spécialiste, faire un test, faire des analyses pour se rendre compte de ce que Dieu a donné, mais qu'eux, ils n'ont pas encore reçu. Je dirais que c'est vrai, c'est Dieu qui donne l'enfant parce que jusqu'à nos jours, personne n'a pu fabriquer un homme. C'est vrai. Mais il y a des fautes sanitaires que nous rejetons à la tête de Dieu. Parce que Dieu vous a créé, il vous a donné les capacités de produire. Mais il y a des fautes que nous-mêmes on fait et puis si on ne les répare pas, on ne peut pas avoir d'enfant. Et toujours on se met dans la tête, on est câblé que c'est Dieu qui donne. Consciemment, la femme sait peut-être que ça vient de moi, peut-être j'ai eu à faire des choses où je ne pourrai plus jamais faire d'enfant. Alors il faut tourner la tête de l'homme vers Dieu pour dire, c'est Dieu qui donne l'enfant. Je ne bouge pas, je prie, c'est Dieu qui va faire. Il y a beaucoup de choses. Donc, où l'homme aussi, il est là, parce que le mariage est déjà célébré, on ne peut pas leur demander de divorcer, où on dit souvent que c'est l'amour, on s'est aimé, on n'a pas vu les enfants avant de s'aimer et donc on garde les relations comme ça et c'est comme ça, on perd le temps à l'autre. Vous voyez, souvent il y a cette façon de voir la chose. Oui. Alors, docteur Michel Akoungbé, ça arrive que le couple que vous avez en face de vous avait l'opportunité de régler ce problème depuis longtemps, mais parce qu'ils n'ont pas été voir des spécialistes, ils sont restés dans l'ignorance et c'est au final qu'ils se rendent compte que bon, le problème était là, on pouvait régler cela. Oui, il arrive beaucoup de fois qu'on soit dans ce contexte, les gens perdent beaucoup de temps, surtout ce qui est dommageable, ce qui est un peu difficile, c'est qu'on puisse identifier des causes qu'on aurait réglées depuis et qu'on soit maintenant à un pronostic qui n'est pas bon. D'accord. Sinon, beaucoup d'hommes viennent à nous et on pense qu'ils sont peut-être en azospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de spermatozoïdes dans le sperme. Et là, la difficulté à concevoir spontanément devient plus importante. D'accord. Nous allons établir rapidement la liaison avec notre psychologue, docteur Joël Pinaou. Vous êtes psychologue. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Nous portons très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'enfant dans le couple quand ça tarde à venir, à qui on impute souvent la responsabilité. Alors dites-nous, vous qui êtes psychologue, que se passe-t-il dans le mental de la femme quand elle tarde à concevoir? D'accord. Merci bien pour la question. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du lieu où vous êtes? Oui, d'accord. Parce qu'il y a un bruit. Je disais que
une chose est sûre, la mentalité de la femme dépend d'abord de son environnement, de sa conception de l'enfant, et puis enfin de sa croyance. Ces trois variables déterminent l'état mental de la femme. Alors la première des choses, lorsque nous sommes dans un environnement où la femme est valorisée par sa fécondité, où elle ne se sent femme que par sa maternité, dans ces circonstances-là, lorsque l'enfant tarde à venir, ou l'absence totale, n'est-ce pas, de la fécondité, peut vraiment être source d'anxiété, de stress et même parfois de graves psychopathologies. Alors, lorsque également l'environnement est hostile et incompréhensible, et la considère comme étant un arbre, n'est-ce pas, qui ne produit pas et donc il faut couper et jeter au feu, ça devient très difficile pour la femme et elle se dévalorise d'ailleurs, elle développe un certain comportement d'agressivité vis-à-vis de son corps, qu'elle trouve comme étant, qu'elle prend désormais comme étant quelque chose d'impropre, c'est-à-dire qui ne répond pas, n'est-ce pas, à l'idéal qui est attendu d'une femme. Et donc ce corps est rejeté mentalement et donc détesté. C'est ça. Du coup, elle se déteste même. Mais il y en a qui développent également une agressivité vis-à-vis des femmes enceintes. En fait, le processus qui se met ici en place est un processus de culpabilité mêlé de désir d'objet d'autrui. Comme le tout petit enfant qui n'a pas sa poupée et qui réclame avoir ce que l'autre a. Et donc elle réclame et elle désire de façon inconsciente cet objet qui est dans le sein de l'autre et qu'elle ne peut pas avoir en elle-même. Donc ça fait qu'il y a ce sentiment d'agressivité qu'elle développe vis-à-vis de ces personnes-là. Alors en dehors de cela, il y a des femmes qui développent une certaine indifférence. Et cette indifférence est liée à leur culture ou à leur croyance. Lorsque pour cette femme-là, l'enfant n'est pas une fin en soi, elle n'en souffre pas pour autant. D'accord. Mais si pour elle l'enfant est une obligation, une nécessité, une obligation absolue, alors elle souffre cruellement de ce manque-là. D'accord. On peut déjà dire de son état mental en ce qui concerne la conception ou de l'enfant. D'accord. Lorsqu'on sait que, on prend le cas de l'Afrique par exemple, où on sait que la femme, quand elle vient dans le ménage, elle doit concevoir, la belle famille attend d'elle un enfant et que cela tarde à venir. 10 années sont passées, 15 années sont passées. Est-ce que cela n'amène pas cette femme peut-être à aller poser des actes d'infidélité, peut-être pour essayer de voir si ça peut marcher ailleurs et au moment où ça prend, elle ramène un enfant bâtard dans la famille? Oui, c'est fréquent. C'est fréquent, vous dites? C'est fréquent. Et moi, à ma position de psychologue, je ne peux pas juger de l'opportunité ou de la mauvaise foi de cet acte-là. Mais ce qui a lieu de dire, c'est que déjà dans notre contexte, lorsqu'il y a problème d'infécondité dans le couple, d'emblée c'est la femme qui est prise pour étant l'origine de ce mal-là. Alors donc, du coup elle n'est pas soutenue. Et ce n'est pas elle seule. Lorsqu'il y a problème d'infécondité dans le ménage, généralement les parents, qu'est-ce qu'ils font? On accuse la femme et on va chercher une autre femme pour le monsieur pour voir si ça ne va pas marcher. Donc c'est normal. En fait, qu'elle-même, s'il n'y a pas un certain niveau de développement psychologique et je ne veux pas dire scientifique, ça a un certain niveau de développement, de maturité, elle peut poser cet acte-là, quitte à voir si le problème relève de son niveau, alors que le diagnostic peut se faire ailleurs. C'est ça. Donc, lorsque chacun se diagnostique le mal, c'est que chacun cherche des solutions pour résoudre ce problème. Donc ça peut arriver que la femme aille dans ce comportement-là, surtout qu'on considère cette infécondité-là comme étant de la malédiction, comme étant de l'injustice, ou des conséquences des comportements ultérieurs. D'accord. Alors, pour finir, une dernière question. Comment un couple peut-il gérer l'attente d'un enfant qui ne vient toujours pas au plan psychologique? Au plan psychologique, il faut dire qu'il n'y a pas
il y a d'accompagnement, il n'y a pas de solution. Mais attention, il y a des infécondités d'origine psychogène. Lorsque l'infécondité est d'origine psychogène, il faudra identifier, la première démarche est d'identifier la source de l'angoisse qui s'est enquistée et qui empêche, n'est-ce pas, l'utérus de contenir un enfant. C'est ça. Donc c'est après cette étape-là qu'il faut accompagner les couples pour exorciser cette douleur-là et permettre à ce que la femme accouche. Donc, à vous suivre, ça veut dire que quand le problème de fécondité se pose, il ne faut pas seulement voir du côté gynécologique, du côté de l'urologue, il faut également voir du côté psychologique. Oui, la première démarche, c'est d'aller vérifier du côté organique. C'est-à-dire au niveau du médecin. Lorsque tout se passe bien et que les organes sont en place, et que le côté endocrino ne pose pas de problème, il faut aller voir le côté psychologique. D'accord. Parce qu'il y a des infécondités d'origine psychogène. D'accord. Ça, c'est prouvé. Maintenant, lorsque c'est d'origine organique, il faut accompagner les couples dans leur démarche, soit de recherche d'enfants ou de la solution qu'ils auraient adoptée. Il y en a qui peuvent décider d'adopter un enfant. Il y en a qui peuvent décider de ne pas adopter, de rester comme ça. Alors, il faudra les accompagner à réajuster leur vie à cette nouvelle réalité qui s'impose à eux. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Pinou Joël. Je rappelle que vous êtes psychologue. Vous nous avez apporté beaucoup d'informations par rapport à ce phénomène social. Merci, bonne journée à vous. Pareil, je vous remercie. Alors, Monsieur Martin Sekou, je reviens à vous. Vous avez écouté avec attention, comme nous, le psychologue. Je voudrais rebondir sur sa dernière intervention, avant même d'aller voir le médecin, le psychologue et d'autres considérations. Quand il s'agit de la procréation de la femme dans le couple, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à son propre niveau, c'est-à-dire au niveau du couple en question? Bien sûr. Je pense bien que au niveau du couple, quand l'enfant tarde à venir et que vous avez passé des années ensemble, et que vous avez fait les traitements au niveau des médecins, tout et tout, et ils ont vu que, bon, finalement, la femme ne peut pas concevoir. Il faut quand même apporter un peu d'amour à cette femme pour qu'elle ne devienne pas autre chose. Et il faut l'aimer en un mot et voir comment, dans ce cas, adopter un enfant. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas dire tout de suite, elle ne peut pas concevoir ou j'irai chercher une femme et faire des enfants ou demain, et ces enfants vont la rejeter, puisque nous sommes dans la société et on voit beaucoup de choses. On va la rejeter. Non, ou il ne faut pas impliquer les parents tout de suite pour que la famille arrive dire la dame là, elle ne peut pas concevoir, elle ne peut pas faire ci ou ça amène beaucoup de débats. Il vaut mieux aller doucement avec la femme. D'accord. Voir dans quelle mesure. Oui, il vaut mieux aller doucement avec la femme et voir dans quelle mesure l'aider à trouver solution. Monsieur Sekou a dit tout à l'heure, et même le psychologue l'a dit, lorsque la femme ne conçoit pas, ce sont les parents de l'homme qui commencent à lui trouver une jeune fille à côté pour essayer, au cas où ça marche et que lui-même il cède, il va faire un enfant hors ménage. Comment se sent la femme qui est dans le ménage? Est-ce qu'elle se sent diminuée ou bien elle prend cet enfant qui naît comme son enfant et le considère ainsi? Comment ça doit se passer? Oui, tout dépend de comment, je l'ai dit tantôt, de comment le couple a vécu tout ce temps sans enfant. D'accord? Il y a des gens qui pensent que ils prennent ça sereinement, les femmes prennent ça sereinement. L'enfant qui est au dehors est comme mon enfant. Mais néanmoins, une femme qui est dans un foyer pour concevoir et qui n'a pas eu cette chance est tout à fait diminuée si c'est une autre personne qui fait l'enfant qui fera le bonheur du couple. Parce que l'autre au dehors peut utiliser cet enfant pour chantage et faire déguerpir cette femme. Elle se sentira alors en insécurité totale. Si elle voit, par exemple, un jeu où l'homme qui était tout le temps à la maison, à cause de l'enfant qu'il a maintenant au dehors, est beaucoup plus au dehors. Donc, c'est de fait, elle se sentira tout compte fait en insécurité. Et c'est beaucoup plus un problème de communication. Il y a beaucoup d'autres femmes qui vont partir et dire peut-être c'est pas mon foyer.
Donc, c'est un peu cela. D'accord. Nous allons rapidement partager avec les téléspectateurs les messages qu'ils nous ont envoyés. On commence par le premier. Il y a Tatanina de la France, Madame Guézo et Ponine. Elle dit... effectivement, l'enfant est un trésor, une bénédiction de Dieu. La faute peut être à l'homme ou à la femme. Les deux peuvent être frappés par la stérilité. Des fois, pour l'homme, ça peut se soigner. Mais pour la femme, certains cas sont irréversibles. Dieu est capable de bénir un foyer d'un enfant. La société rend systématiquement la femme responsable de l'infécondité dans le couple par ignorance peut-être et aussi parce que c'est elle qui porte une grossesse. Si l'enfant tarde à venir dans un premier temps, c'est que l'homme consulte un urologue. Il faut que l'homme consulte un urologue pour être sûr de sa fertilité, ainsi que la femme a consulté une gynécologue spécialisée dans la fertilité. Eh bien, il y a un message de Madame Sika qui dit ceci: l'enfant est une bénédiction de Dieu. Le premier but du mariage n'est pas l'enfant, mais c'est de nous amener à la perfection. L'enfant est le produit par l'homme et la femme, est le produit de l'homme et de la femme, gamètes mâles et femelles. Lorsque l'enfant ne vient pas, ne pas s'inquiéter, mais faire toutes les analyses possibles au niveau de l'homme comme de la femme, car le problème peut provenir de l'homme. Eh bien, il s'agit d'un problème pathologique. Fait des traitements adéquats. Si malgré les traitements, l'enfant ne vient pas, il faut recourir à celui qui donne l'enfant, c'est-à-dire Dieu. Un peu comme Anne dans 1 Samuel, elle a cité le verset biblique. La société rend responsable la femme parce que c'est elle qui porte la grossesse et elle oublie que la grossesse est le fruit de 2 gamètes. Quand l'enfant tarde à venir, tout dépend de la maturité et du degré d'amour des 2 conjoints. Sinon, l'homme peut être tenté d'aller faire un enfant au dehors, surtout si la famille lui met la pression. Mais celui qui aime sa femme tiendra bon jusqu'au temps favorable. L'autre question est que si tous les couples devraient avoir d'enfants, que deviendront les orphelins? Il existe donc des couples qui ont adopté des enfants et ils sont heureux. Voilà, nous disons merci à Madame Dovano pour ce message. Il y a Fifame Ganlono qui dit ceci: il est vrai que l'enfant est une bénédiction divine. Quand l'enfant tarde à venir dans le couple, la faute peut être à l'homme comme à la femme. Il revient au partenaire de se faire soigner. Certains cas de stérilité sont toutefois irréversibles. La société tient la femme pour responsable parce que c'est elle qui porte la grossesse. Oui, vous avez une lourde charge, hein, les femmes. En outre, en Afrique, on ne parle pas assez de la stérilité masculine. Quand l'enfant tarde à venir, lorsque les 2 conjoints sont matures ou assez complices, ils tiennent bon et gardent la foi. Autrement, sous la pression de la famille, généralement, l'homme s'empresse de prendre une autre femme ou d'engrosser une autre à l'extérieur. En outre, en Afrique, la possibilité de l'adoption dans les règles de l'art est très peu envisagée. Et Madame Bachiumba qui dit: pour les uns, l'enfant est un trésor, un don divin; pour d'autres, pour certains, le fruit de l'amour qui vient sceller davantage l'union du couple. Les conceptions ne sont pas les mêmes en Europe comme en Afrique. En Europe, le couple peut vivre sans enfant et sans heurts. C'est quelquefois une option. Mais en Afrique, surtout au Bénin, point n'est question de rester sans enfant. Aussi bien la famille que les amis de l'homme vous conseillent puis vous incitent à prendre une autre femme. Pour peu que la femme n'est pas consentante, les liens sont vite rompus. C'est regrettable. La femme est souvent rendue responsable de cette situation à tort ou à raison. Des fois, sans fondement aucun, parce que la femme en milieu africain demeure le sexe faible. Tout ce qui est mauvais repose sur ses épaules. On lui fait porter toutes les casquettes. Dans les couples intellectuels, avoir les partenaires qui le savent vont faire des analyses pour un traitement afin d'enrayer le mal. D'autres savent attendre la venue de l'enfant dans la compréhension mutuelle. Les responsabilités sont partagées. Et Armel Agoubatinko Hessou dit ceci: j'ose croire qu'un jour la société comprendra que les belles familles
colleront la paix aux épouses. Ceci nous interpelle tous indirectement, en ce sens que nous demeurons perplexes face aux dérives comportementales de la génération montante. Je me demande à quand le bout du tunnel. Nos oreilles et nos yeux sont fatigués. Et pire, des parents supportent leurs enfants dans ce désordre. Excusez-moi du reste, mon intention n'est point d'offenser, mais c'est une manière pour moi de crier ras-le-bol. Agréable journée à vous. Voilà. Alors, docteur Michel Agnouben, j'ai une question pour vous. Ce n'est pas forcément votre casquette de docteur. On n'a plus que 2 minutes qui va pour répondre. la fin. Mais généralement, quand il y a des problèmes, on fait appel à la belle famille. Si c'est des questions financières, ils ne réagissent pas. Mais quand c'est pour venir dire il faut prendre une deuxième ou une troisième, c'est dit ils sont tous présents. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de conscience personnelle qu'il faut voir? Si, il y a ce problème de conscience personnelle parce que c'est celui ou celle qui conseille n'est pas celui qui va payer. Donc, tout restera quand même à la charge. Et mieux n'est pas celui qui va entretenir la deuxième femme quand elle sera là. Du tout pas. Bon, l'enfant est le fruit de la communauté. Dans certains milieux, l'enfant n'est pas, on dit souvent, l'enfant n'appartient pas au couple. Oui. L'enfant appartient à la société. Et quand c'est un enfant qui n'est pas issu du couple, est-ce qu'en ce moment, on dit à la femme c'est-à-dire au moment où on dit accepte l'enfant qui ne t'appartient pas, en ce moment, il n'y a pas de problème. Bon. Quand elle ne fait pas, ça devient un problème. Oui. Oh, malheureusement, c'est le cas. Oui, c'est pour répondre à votre... Oui, alors nous sommes déjà vers la fin de cette émission. Vous avez la parole pour votre mot de fin. C'est un phénomène sociologique qui se pose. Il y a beaucoup de femmes qui sont actuellement dans ce contexte et qui souffrent vraiment. Vous avez la parole pour leur adresser un mot. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer cette situation? Je dirais simplement aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants, d'avoir beaucoup de patience, que ça peut arriver. Et la femme qui n'a pas de patience ne peut pas concevoir. Il faut beaucoup de patience pour concevoir. Et je dirais aussi qu'il faut suivre les jeunes filles dans les jeunes âges pour les conseiller, afin que ce fléau disparaisse totalement de notre vie. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci beaucoup. Oui, docteur. Oui, la Bible dit qui trouve femme trouve bonheur. Et c'est quand le fruit du foyer ne vient pas que ça se transforme en catastrophe. Donc ce qu'il y a, c'est comme il a eu à le dire, d'accord, c'est la foi, d'accord. Mais à part ça, c'est de consulter le personnel médical pour pouvoir déjà, même au début, ou bien quand ça ne vient pas, explorer pour savoir. Le personnel médical est outillé, tout qu'on fait, pour pouvoir identifier la cause et traiter. Perdre du temps, d'accord, sera létal à la fonctionnalité du couple et on aura observé beaucoup de divorces, alors que c'est des problèmes qu'on peut régler le plus tôt serait le mieux. Donc j'aimerais ajouter quelque chose à ce que le docteur a dit. Je voudrais quand même interpeller tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est aussi bien les analyses avant le mariage. Les tests prénuptiaux. Oui, il faut faire ces tests-là pour être sûr de ce que vous ne serez pas face à des situations pareilles. Oui, la loi n'impose pas ces tests pour aller au mariage. C'est essentiellement des maladies qui sont contagieuses. Mais il existe des congrégations religieuses qui exigent que ces tests soient faits. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, docteur, d'être passé dans cette émission. Merci également à vous, monsieur Sekou.